Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce webinaire conjoint de la Chambre de sécurité financière et Éduc-Épargne. Je suis Sophie Lemieux, en charge de la clientèle institutionnelle au Québec pour Fiera Capital et c'est vraiment un plaisir d'animer cette prochaine discussion au cours des 90 prochaines minutes. Nous allons passer du temps ensemble aujourd'hui pour aborder un sujet qui est important avec des constats importants qui découlent d'un sondage qui a été réalisé récemment par la Chambre de la sécurité financière notamment et Éduc-Épargne et qui ont permis de constater que l'épargne accumulée par les femmes en vue de la retraite est souvent inférieure à celle des hommes. Donc, l'enjeu principal pour les femmes, c'est vraiment un risque de précarité accru à la retraite. Pendant ce webinaire-là, évidemment, on va en discuter avec des panélistes renommés. On va tenter de comprendre pourquoi cet écart, quelles sont les pistes de solutions également et de comprendre mieux tous ces enjeux qui touchent bien sûr les femmes, mais qui touchent également les hommes. Je vous invite d'ailleurs à nous envoyer vos questions. Parce que via la plateforme web, nous allons pouvoir, avec les panélistes, répondre en direct au cours de la dernière partie du webinaire. Je vous présente nos panélistes, très heureuse de les accueillir parmi nous. Hélène Bello, qui est professeure à l'Institut national de recherche scientifique et titulaire de la chaire Argent, Inégalité et Société. Bonjour Hélène. Bonjour. Daniel Charron, qui est vice-président engagement sociétal et affaires publiques chez Fondation. Bonjour Daniel. Bonjour. Et Catherine Patnaud, vice-présidente associée Centre d'expérience client à la Banque nationale. Bonjour. Juste avant de revenir avec vous, je veux profiter de cette occasion-là pour remercier les partenaires de l'événement. Ils sont nombreux. Épargne Placement Québec, Fonds d'Action, le Fonds de solidarité FTQ, Retraite Québec, la Sun Life, la Banque nationale, Normandin-Baudry et Fiera Capital. Et puis, peut-être juste avant de passer dans le vif du sujet, je vais rappeler aux membres de la Chambre de sécurité financière, au cours de la présentation, vous allez devoir cliquer sur le bouton « Formulaire d'identification » qui se situe juste en dessous de la boîte de clavardage pour pouvoir profiter de l'UFC qui est en lien à ce webinaire. Donc, n'oubliez pas de le faire. Il est important de remplir tous les champs. Et pour ce qui est du numéro de certificat, c'est vraiment celui de la Chambre à 6 chiffres. Pour le moment, le formulaire d'identification n'est pas disponible, mais un peu plus tard, pendant le webinaire, il le sera et je prendrai le temps, bien sûr, de vous l'indiquer. On va plonger dans le cœur du sujet. Parlons de cette étude récente qui, comme je le disais, a été réalisée par la Chambre de la sécurité financière en collaboration avec Éduc-Épargne, mais aussi l'EG et aussi l'Institut national de recherche scientifique. Cette étude met en lumière tous les défis rencontrés par les femmes lorsque vient le temps de planifier sa retraite. Donc, c'est une enquête qui nous aide vraiment à mieux comprendre la grande disparité entre les hommes et les femmes en matière d'épargne retraite. Ça tient compte, bien sûr, des inégalités salariales qui sont toujours très présentes, qui impactent particulièrement, bien sûr, les femmes dans leur capacité là, d'épargner. Les résultats ont révélé aussi que ça engendre beaucoup d'anxiété et qui vient vraiment nuire à aux efforts financiers déployés par les femmes. Puis je vais vous résumer, là, disons, en 6 points, les grandes conclusions du sondage. Puis tout de suite après, on entame la discussion, on va pouvoir récolter les réactions de nos panélistes. Donc, première constatation, près d'une Québécoise sur 3 n'a pas commencé à planifier sa retraite et déclare ne pas avoir de revenus suffisants pour épargner en vue de la retraite, comparativement à un homme sur 5 qui est dans la même situation. Deuxième constatation, 60 des femmes déclarent percevoir un salaire inférieur à celui de leur conjoint. Malgré ça, 21 des ménages partagent les dépenses familiales à part égale, alors qu'il y a 23 qui partagent les dépenses proportionnellement selon leur niveau de revenus respectif. Troisième constatation, mais dans les ménages où, en fait, il y a de très grands écarts de revenus, on voit quand même qu'un couple sur 10 ne partage pas les dépenses 50-50. En fait, partage plutôt les dépenses 50-50. Autre point, parmi les personnes qui vivent en couple, il y a seulement 30 qui essaient d'équilibrer l'épargne avec leur partenaire en réalisant des placements pour chacun, alors que 41 épargnent séparément et 11 n'épargnent pas du tout.
Or, les hommes sont beaucoup plus nombreux à déclarer avoir plus d'épargne que leur conjointe. C'est 41 versus 28 pour les femmes. Concernant la retraite, maintenant, 69 des femmes redoutent de manquer de revenus, qui est un pourcentage qui est nettement plus élevé que celui des hommes, qui est à 56 Et le 6e point qu'on va ressortir de ce sondage-là, les femmes sont plus nombreuses à craindre de ne pas pouvoir se payer les soins nécessaires pour conserver leur autonomie à la retraite, 58 versus 49 pour les hommes. Alors, tout de suite là-dessus, je me tourne vers nos panélistes, en fait, pour récolter vos réactions. Puis d'abord, je commencerai avec vous, Hélène. En fait, je pense que ce sondage a montré a confirmé beaucoup de choses qu'on savait déjà. Donc, on savait qu'il y avait des écarts de revenus entre les hommes et les femmes, mais ce qui est toujours étonnant, c'est de voir qu'encore en 2024, ces écarts, justement, sont quand même importants. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est des écarts de revenus qui se cumulent tout le long de la vie. Alors, on va y revenir sans doute, là, mais les freins à l'épargne ne sont pas nécessairement les mêmes pour les hommes et pour les femmes, et qui fait en sorte qu'en bout de ligne, actuellement au Québec, les femmes ont 30 de moins de revenus de retraite que les hommes. Donc, alors, je dirais que ma réaction, moi, c'est vraiment de constater qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé tant que ça, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Continuer à travailler pour réduire ou améliorer ces données-là. Tout à fait. Exactement. Puis si je peux enchérir, malheureusement, il n'y a pas de surprise dans ces résultats-là. On le sait qu'il y a un écart de revenus entre les femmes. Donc, sur le marché du travail, lors de la vie active, il y a un écart de revenus. Puis ce qu'on sent venir, puis là, je viens d'un fonds de travailleurs. Donc, un fonds de travailleurs a été créé pour, si on veut, adresser des disparités, adresser cet enjeu des inégalités économiques à la retraite. Donc, c'est clair qu'un fonds de travailleurs, on le connaît bien parce que dans ses investissements pour des retombées économiques et sociales, on nous connaît bien, mais on oublie souvent qu'on a été créé aussi pour aider des gens à épargner, et en particulier ceux qui en avaient le plus besoin. Dans nos actions, nous qui se passent beaucoup en milieu de travail, puis on y reviendra, on travaille de plus en plus à viser justement des femmes parce qu'on le voit qu'à la retraite, il y a ce genre d'inégalité. Donc aujourd'hui, puis ça, c'est un changement avec le temps, aujourd'hui, environ 55 de nos nouveaux actionnaires sont des femmes. Puis ça, c'est un changement parce qu'à nos débuts, c'était à peu près 45 Donc, comme je le disais, il n'y a pas de grande surprise dans ce sondage-là, autre le fait qu'on révèle plus clairement puis plus précisément des chiffres, mais l'intuition qu'il y a un travail à faire pour réduire les inégalités économiques à la retraite et en visant notamment les femmes, se confirme vers là, puis c'est là que les actions doivent se poursuivre, puis on aura l'occasion de discuter du comment, puis des efforts qu'on doit y mettre. Catherine? Puis au-delà des chiffres, des statistiques sont assez percutants, là, ce que tu nous parlais au début, Sophie. Mis à part le fait qu'il y a un écart de patrimoine important entre les hommes et les femmes, on aurait tendance à penser que les femmes célibataires avec un enfant, c'est plus difficile d'épargner. Ce qu'on constate dans les chiffres, c'est que c'est encore pire. Le gap entre le patrimoine est encore plus important pour les femmes qui sont en couple. Donc, il y a quelque chose qui se passe, et on va en parler tantôt à travers tout ce qui est le partage de dépenses et comment on gère l'épargne. Et plus le couple est riche, pire c'est. C'est assez frappant. Oui, oui. Et ça, j'espère que c'est l'électrochoc qu'on va être capable de générer aujourd'hui avec les discussions pour faire changer ce paradigme-là. Moi, la réaction que j'ai eue quand j'ai regardé le sondage, mon Dieu, que j'aime m'entendre en ce moment, on va en profiter. Quand je vois des résultats qui disent « les femmes redoutent », elles sont nombreuses à craindre. Moi, ma première réaction, ça a été de dire, mon Dieu, il y a un manque de connaissances, un manque d'informations. Il y a tellement un effort à faire de ce côté-là. Puis c'est aussi probablement que dans le comment, on va l'élaborer un peu plus tout à l'heure, mais à la base, quand tu redoutes et tu crains et que tu es angoissée, que tu es anxieuse parce que tu as un manque de connaissances pour en arriver à ces résultats-là. Donc, ça a été vraiment un de mes constats, en plus des inégalités quand même assez importantes là, à la lecture de ce sondage-là. On va justement y aller dans le pourquoi. Donc là, on a compris, on a les données, on aurait refait j'ai l'impression que ce genre de sondage-là revient, je ne sais pas, cette étude-là, ça revient aux 2, 3, 4, 5 ans? Vous faites ça à quelle fréquence, une étude comme celle-là? C'est sur différents thèmes qu'on fait ce genre d'études. Mais spécifiquement sur les femmes, est-ce qu'on avait comme un recul? Est-ce qu'on avait... Non, publier une étude à peu près similaire? À ma connaissance, non. OK, mais c'est un sujet quand même dont on entend parler et qui ne nous surprend pas, puis qu'on avait quand même une petite idée qu'il y avait des écarts à ce niveau-là.
Pourquoi donc les femmes ont tendance à moins épargner à la base? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, les femmes gagnent moins. Alors ça, c'est une des choses. Quand les enfants arrivent dans un couple, les femmes réduisent leur temps de travail, les hommes l'augmentent, même si on a d'excellents services de garde. Je pense que ça, c'est un élément important. Et je dirais que l'épargne à long terme, c'est vraiment un impensé de la vie conjugale. Les conjoints vont parfois dire, on met tout ensemble, on a un revenu commun, ou parfois ils vont partager moitié-moitié au prorata. Mais c'est comme si tout ce qui touche l'épargne, ça, c'était autre chose. Alors ça, en soi, si les gens n'y pensent pas, c'est problématique parce que les enfants, en fait, appartiennent aux deux enfants, puis donc c'est directement lié à la vie familiale. Alors, il faudrait éventuellement considérer peut-être justement cet aspect-là comme une dépense commune, si je peux dire. Puis l'autre élément aussi, c'est que alors, on est socialisé encore, les femmes à prendre soin plus des enfants, les hommes à être plus pourvoyeurs d'une certaine façon. Mais ce qu'on voit dans la gestion de l'argent au quotidien, c'est que parfois les femmes, encore aujourd'hui, vont mettre beaucoup plus d'emphase sur... En fait, elles vont payer ce qu'on appelle le liquide, ce qui passe. Là. Donc, la nourriture, les vêtements, les médicaments et tout ça. Et les hommes, parce qu'ils ont un meilleur crédit, parce qu'ils gagnent plus, vont pouvoir plutôt payer les biens durables. Et ça, en soi aussi, ou l'hypothèque, ou d'autres choses, justement, qui vont rester. Et ça, en soi, je pense que c'est aussi un piège, là. Oui. Mais toutes ces choses-là se cumulent avec les années, avec les congés de maternité, mais on va sûrement revenir sur ces questions-là. Mais donc, à la base, un billet, en fait, je pourrais peut-être dire ça comme ça, qui a toujours été là, qui fait en sorte que une femme va être très habituée, habilitée à gérer le budget, soit qu'on lui a confié, peut-être si on retourne à il y a quelques années où, quand les femmes n'étaient pas du tout sur le marché du travail, mais même encore maintenant, c'est un réflexe naturel de bien s'occuper du budget et plutôt que de planifier pour le futur. Tout à fait. Puis c'est même une question de partage des tâches. Les femmes, en fait, vont s'occuper beaucoup de la gestion quotidienne, faire le budget, etc. Puis les hommes vont plutôt s'occuper des placements et éventuellement du rapport d'impôt. Donc, il y a vraiment un partage des tâches dans les couples. Puis c'est là que c'est important que les comportements puis les perceptions changent parce que l'enjeu est appelé à s'empirer, si je peux m'exprimer ainsi, parce que notre régime de retraite au Québec est fondé sur 3 piliers. Hein? La Régie des rentes du Québec, là, le pilier public de nos revenus à la retraite, le pilier qu'on appelait les régimes complémentaires de retraite, les fonds de pension, mais qui sont une espèce en voie de disparition. Là, les employeurs se désengagent de plus en plus. Le marché du travail change aussi, les gens restent plus aux mêmes endroits. Donc, ça met une pression très importante sur le 3e pilier, qui est l'épargne personnelle. Donc, la situation qu'on décrit là va aller en s'empirant. Puis c'est de là que c'est important à conscientiser, améliorer la littératie. On parlait de l'importance de mieux comprendre, mais il va falloir peut-être se servir de d'autres informations aussi. Dans la communication, il y a le récepteur, mais il y a aussi l'émetteur d'informations. Il va peut-être falloir changer de manière de parler d'épargne, mais il y a une pression qui va être de plus en plus importante. Donc, le comportement est appelé à vraiment devoir se changer, étant donné la pression qui se fait de plus en plus sur On ne peut plus se fier sur le régime des rentes du Québec ou sur le régime d'un employeur. Des régimes d'employeurs, il y en a de moins en moins. Il n'y a rien qui nous pousse à croire que ça va changer. C'est un peu une fausse légitimité, hein, Hélène, comme tu parlais tantôt, de dire ben c'est le plus grand revenu qui a la responsabilité, justement, de s'occuper de l'épargne, puis c'est madame qui a le revenu plus faible, de s'occuper du day-to-day, du quotidien à la maison. Et ce qu'on voit encore, puis on pourrait remonter beaucoup plus loin, là, on sait que dans les écoles aujourd'hui, on apprend pas rudimentairement le B.A.B.A. de la finance, donc il faudrait éventuellement s'y attarder. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les hommes, en général, commencent plus tôt à épargner. Est-ce que c'est parce qu'ils en ont plus? Est-ce que c'est parce que la perception des femmes est « j'en ai pas assez, ça vaut pas la peine de commencer ». Donc, comment on va venir défaire ces mythes-là? Puis il faut s'attaquer aussi, on a parlé des gaps, des rapports de revenus, tout ça, mais ce qui vient amplifier, je pense aussi ça, c'est toutes les règles fiscales qui sont basées un peu, comme tu disais, sur les travailleurs à temps plein. Donc, la femme qui va avoir un congé de maternité va devoir s'absenter. Ça a des impacts significatifs. Pendant son congé de maternité, elle va perdre des droits de REER. Au retour au travail, si elle peut racheter son fonds de pension puis ça n'a pas été prévu, elle a-tu les moyens de le faire? Est-ce que c'est une discussion de couple? Est-ce que ça devrait être les deux, monsieur, qui mettent l'argent? Et puis quand on regarde aussi comment c'est le système des allocations familiales est basé, aujourd'hui, madame est célibataire avec des enfants, demain, elle retrouve l'amour. C'est quoi l'impact de l'allocation familiale du montant? Parce que c'est un nouveau revenu
familiale. Et est-ce que ça veut dire que le nouveau conjoint va contribuer aux dépenses des enfants? Il n'y a rien de moins sûr que ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui viennent accentuer le fait qu'à la base, les femmes ont moins la chance d'épargner aussi, je pense. Donc, dans le fond, si je résume, là, c'est vraiment pas juste une question de salaire qui est moindre, nécessairement, mais je comprends que c'est une question d'habitude, je dirais, ou moi, je disais billets tout à l'heure, mais de socialisation, mais de billets, d'habitude, des exemples qu'on a eus dans le passé, donc de comportement. Puis je comprends aussi que c'est une question les femmes sont peut-être moins sollicitées à épargner. On les rejoint moins, en tout cas on les rejoignait moins, disons. J'espère que dans le futur, on va les rejoindre davantage, mais c'est multifactoriel, la raison pour laquelle on épargne moins. Puis si on veut ajouter une couche qui est la conjoncture économique, avec l'inflation qu'on connaît, le taux d'épargne, c'est pas quelque chose qui est homogène. Hein? Il y a des gens qui ont de plus en plus de difficultés à épargner, des gens de la classe moyenne en particulier, où les taux d'épargne ont diminué beaucoup. Donc, encore une fois, la pression sur l'épargne individuelle qui s'accentue dans un contexte où il y a une partie de la population, là, ceux qui font partie de la classe moyenne ont de plus en plus de difficultés. Il va falloir trouver d'autres façons parce que sinon, on va se retrouver avec un problème beaucoup plus grand qu'on l'anticipait alors qu'on en anticipait déjà un problème. Certains parlent déjà de crise de la retraite. Puis, absolument, je peux l'imaginer très bien. Puis pourquoi... qu'est-ce qui fait que les femmes sont plus angoissées face à penser à l'épargne et au futur? Alors que peut-être dans le quotidien, si elle gère bien un budget, peu importe, même un couple, une famille ou une femme qui a moins les moyens, son budget dans la journée est très, très, très apte à gérer l'argent en fonction de ses moyens. Mais quand elle pense au futur, le sondage l'indique clairement, on est beaucoup plus angoissé. À part le manque de connaissances, moi, je parlais de ça tout à l'heure, mais il y a sûrement d'autres choses. Il y a certainement le manque de connaissances, le fait d'avoir moins d'argent aussi. Mais je pense que l'expérience des hommes et des femmes n'est pas la même dans notre quotidien. On parle de socialisation. Alors, je vais vous donner un exemple vraiment très simple. La Banque de France a fait une étude sur la perception de l'inflation. Et ils ont regardé, justement, ils se sont rendus compte que les femmes avaient une perception beaucoup plus aiguë de l'inflation. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé, c'est qu'est-ce qui différencie les hommes des femmes. Et une des choses qui les différencie, c'est qu'elles font le marché plus souvent que les hommes, donc dans les tâches quotidiennes. Et au niveau de l'inflation, en fait, entre autres, tout ce qui est de denrées alimentaires a augmenté beaucoup plus. Dans l'étude, on parle d'à peu près 12 par rapport à 5 pour le reste des biens. Et donc, particulièrement par rapport aux fruits et légumes, c'est les femmes principalement qui l'achètent. Ça a vraiment un impact direct sur leur perception de l'inflation. Oui, puis quand on parle d'inflation, c'est ça. Puis quand on parle d'inflation, on dit, s'il y a de l'inflation, peut-être que je serais mieux de ne pas mettre des sous de côté. Et ce qui est intéressant de l'étude, c'est qu'ils ont même comparé des hommes, en fait, avec des femmes qui faisaient les courses pour les fruits et légumes. Bien, les hommes avaient exactement la même perception que les femmes quand ils achetaient aussi les fruits et légumes. Alors ça, c'est un aspect. Puis je dirais, au niveau de l'expérience, un autre élément aussi, je pense, qui est important. Une plus grande conscience de la valeur de l'argent, mais en même temps qui amène une plus grande angoisse à dire, je vais en manquer plus tard, puis je ne serai pas capable d'arriver. Ce qui explique peut-être un élément de prudence. Quand on dit souvent les profils sont différents, mais moi, je pense que ça les conscientise plus rapidement à être plus prudente. Être plus prudente, je pense que c'est une des choses. Et l'autre chose aussi, je pense, un autre élément, on l'a bien montré justement dans le sondage, le fait d'être dans un couple où on gagne moins, où une femme gagne moins par rapport à son conjoint, va probablement aussi avoir un effet. En fait, on a regardé sur le plan statistique, puis ce qu'on voit, c'est particulièrement pour les femmes qui ont des enfants, justement, c'est celles qui ont un rapport plus angoissé, je peux dire, quand elles gagnent moins ou quand il y a des grands écarts de revenus. Donc, tout ça pour dire que l'expérience des hommes et des femmes est différente. Mettez un homme dans la même situation qu'une femme, peut-être qu'ils auraient le même rapport. Donc, c'est vraiment une expérience de vie qui est différente. Catherine, est-ce que c'est clair de ton expérience à toi, quand dans ton bureau, tu reçois un homme, une femme, tu ressens cette angoisse-là plus grande chez les femmes? Tantôt, on va essayer aussi d'aider tous ces conseillers financiers qui nous écoutent pour essayer de mieux aborder cet aspect-là, et avec les hommes et les femmes, mais surtout pour les femmes. Mais est-ce que ça se perçoit, ça? Je ne sais pas si je parlerais vraiment d'angoisse ou de préoccupation ou priorités qui sont différentes. Ce qu'on remarque beaucoup quand on est dans le bureau, justement, avec les couples et les femmes en particulier, c'est que pour elles, le patrimoine, c'est une source de sécurité financière. C'est pas une source d'opportunité, de croissance. Et c'est un peu normal parce que moins t'en as, moins tu as le goût de risquer ce que tu as réussi d'accumuler.
Mais quand on creuse, là, c'est vraiment de s'assurer, est-ce qu'ils ont les moyens de maintenir leur style de vie? Est-ce qu'ils vont être capables de protéger leurs proches, de se protéger, d'avoir les soins nécessaires? Donc, une fois que ces questions cruciales-là pour elles sont couvertes, beaucoup plus facile d'aller vers des stratégies d'épargne, d'investissement. C'est sûr que si on commence par ça, puis on n'a pas répondu, là, quand on pense à notre pyramide de Maslow, on n'a pas répondu aux besoins primaires, bien, on n'est pas capable d'aller chercher l'intérêt puis la participation des femmes. Ça va faire partie de nos solutions éventuellement un peu plus tard aujourd'hui. Daniel, dans le marché du travail, de plus en plus, vous sollicitez tout le monde, évidemment, grâce à vos parts qui sont disponibles, prélevées directement sur le chèque de paie. Mais ça, j'imagine, ça doit rejoindre les femmes, puis ça amène une certaine... Est-ce qu'elles sont enclins à participer à ces programmes-là? Bien, comme vous dites, par rapport à nos nouveaux actionnaires, les chiffres sont là, le montrent que les femmes sont majoritaires dans nos nouveaux actionnaires. Donc, évidemment, la conversation est différente parce qu'elle se fait en milieu de travail. Donc là, elle n'est pas en situation de couple. En général, les couples ne travaillent pas ensemble. C'est en situation avec des camarades de travail ou des... Donc, la relation par rapport à l'épargne, la relation par rapport à l'importance d'en mettre de côté en vue de la retraite, cette discussion-là se fait dans un cadre différent. Puis, manifestement, bien, ça marche, ça montre que c'est possible. Puis, peut-être un peu faire du pouce sur l'idée en fonction des approches vis-à-vis de son épargne, de ses perceptions, de ses sentiments individuels par rapport à notre sécurité, notre confort. Je pense aussi, puis on le voit, là, ça va évoluer. De plus en plus, les gens vont s'intéresser à ce qu'on fait avec leur argent, l'impact que leur épargne peut avoir, puis un pouvoir d'agir qui vient avec l'idée d'épargner. Dans un panel, il y a 1 an et demi ici, je disais « épargner, c'est choisir ». Moi, je trouve ça toujours intriguant à quel point que comme électeur ou comme consommateur, lorsque vient le temps de faire des choix, nos valeurs personnelles et citoyennes embarquent. Puis quand vient le temps de confier notre épargne, quand vient le temps de réfléchir à l'épargne, on dirait qu'on se recule. Mais de plus en plus, la conciliation entre les valeurs des personnes puis ce qu'on fait avec leur argent, l'impact, leur pouvoir d'agir va changer cette conversation. Puis une discussion peut-être plus collective d'impact sur de ces capitaux-là dans l'économie, pour l'environnement, pour la société, va peut-être amener un changement parce qu'à ce moment, la discussion ne porte que sur des thèmes qui intéressent peut-être moins, mais si on l'ouvrait, probablement que ça pourrait avoir des effets, ça serait intéressant. Donc, une plus grande conscience, mais moi, je reviens toujours avec mon point que plus tu es angoissé, c'est parce qu'il y a un manque de connaissances. À la base. Et dans ce cas-là, probablement que ça vient de très, très loin. La petite fille pense pas à placer son argent nécessairement, historiquement en tout cas. Papa est là pour subvenir aux besoins et assurer mon futur. Peut-être qu'il y a eu une différence là-dessus d'éducation entre les parents et les enfants, où est-ce qu'on a été au fil du temps plus enclin à éduquer les garçons en matière d'investissement que d'éduquer les filles et de les rassurer là-dessus et de leur donner plus de connaissances. Puis je pense qu'en fait, c'est vrai, et à la fois, je pense qu'on l'a mentionné aussi, si les hommes investissent plus tôt, ils commencent plus tôt à développer leur littératie financière. Puis ensuite, quand un couple arrive devant un conseiller en services financiers, il va avoir tendance, probablement, le conseiller ou la conseillère, à s'adresser à la personne qui comprend plus rapidement. Puis donc, les femmes, puisqu'elles commencent plus tard, elles accumulent moins rapidement une littératie pour financière. Investir plus tôt, c'est sûrement qu'ils ont eu un exemple sur lequel, peut-être, par exemple, leur père. Ou ils ont de l'argent plus tôt. Oui, ils ont de l'argent aussi. plus tôt. Plus d'argent aussi. C'est sûr qu'il faut avoir de l'argent pour épargner, évidemment. Là, mais il y a très certainement un bon mélange des deux derrière tout ça. Je vais juste prendre quelques minutes, si je suis capable. Si la voix le permet. Oui, si la voix le permet, je m'en excuse encore. Pour, en fait, vous informer concernant vos UFC. Donc, c'est une étape qui est absolument nécessaire, vous le savez, pour que l'UFC soit ajouté à votre dossier si vous êtes conseiller en sécurité financière. Donc, les membres de la Chambre doivent absolument cliquer sur le bouton « Formulaire d'identification ». Ce formulaire-là se situe juste en dessous de la boîte de clavardage du webinaire. Il est aussi super important de remplir tous les champs. Et pour ce qui est du numéro, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui que j'ai essayé de dire tout à l'heure plutôt, c'est celui de la Chambre à 6 chiffres. Et pour les participants au webinaire qui ne sont pas membres de la Chambre, vous n'avez pas à cliquer sur ce bouton-là ou à remplir quoi que ce soit. Alors, merci à tous, mais on est bien heureux de vous avoir avec nous. Mais n'oubliez pas, là, actuellement ou pendant le webinaire, de bien aller chercher vos UFC. Ça simplifie la vie de tout le monde. Alors, on va revenir à notre discussion. Et là, on va essayer de voir comment on peut faire évoluer les choses. On va aller dans le comment. Comment on pourrait faire en sorte que si on refait ce sondage-là dans 5 ans,
on verrait une nette amélioration. Peut-être première question pour Catherine. Je sens ma toux arriver. Est-ce qu'on donne des conseils différents aux hommes et aux femmes? Qu'est-ce que vous avez à dire à nos conseillers qui nous écoutent? Définitivement oui, sur plusieurs plans. Le premier, on parlait un petit peu tantôt des sujets. Donc, qu'est-ce qu'on aborde en premier avec un homme n'est pas nécessairement la même chose qu'avec une femme. Les femmes vont être plus sensibles à parler, par exemple, de dons de charité, d'activités philanthropiques, de sécurité financière. Donc, attaquer ces éléments-là avant de s'en aller directement dans la stratégie d'épargne va grandement aider. Aussi, les moyens de communication. Puis ça, on peut le demander à nos clientes. C'est pas la même chose pour tout le monde. Est-ce que c'est des courriels? Est-ce que c'est le soir? On parlait, Hélène et moi, puis là, Hélène, je veux pas brûler le punch, mais on se disait, tu sais, souvent, on a tendance à dire, mon conseiller va venir le soir, puis là, les dons vont être disponibles. Mais là, l'enfant se lève. Donc, le focus de la femme va rapidement diminuer. Donc, comment est-ce qu'on trouve le bon moment, la bonne formule pour que les deux personnes soient présentes? Quitte à faire des rencontres aussi individuelles pour justement aller chercher le niveau de connaissance qu'on n'a pas nécessairement pu acquérir chez la femme dans le passé. Donc, élément important. Et l'autre chose, je dirais aussi, l'âge de la retraite. Hein? Puis souvent, on voit une différence d'âge. Je ne vais pas aller dans le détail, je pense qu'Hélène t'en parle un peu plus tard, dans les couples. Mais en général, les femmes, puis là, je fais des chiffrons, prennent leur retraite autour de 62 ans. Les hommes autour de... oui, exact. Et les hommes autour de 65 ans. Donc, quand on fait une planification de retraite conjointe, est-ce que c'est... Bon, il y a une pression, une volonté du couple, ça dépend toujours des situations, de prendre la retraite en même temps. Est-ce que c'est la bonne chose pour les deux personnes d'un niveau financier, mais d'un point de vue personnel aussi? Fait que c'est d'avoir ce genre de discussion-là avec son conseiller, justement, pour être capable de démystifier puis d'avoir les bons champs d'intérêt puis les bons points d'action justement, pour avoir une stratégie qui tient la route, là. D'autant plus quand... Puis je le disais tout à l'heure, dans les 3 piliers de la retraite, il y en a 2, là, le RRQ puis les régimes d'employeurs, quand on a la chance d'avoir accès à un régime d'employeur, est fondé sur le nombre d'années de cotisation. Donc, les prestations dépendent du nombre d'années où on cotise. Fait que le moment où on prend la retraite, le moment où on arrive sur le marché du travail, c'est des considérations importantes parce que ils sont assez peu nombreux, puis j'ai pas de chiffres pour l'appuyer, puis je suis entouré de vous deux qui en avez souvent plus de chiffres que moi pour démontrer ces choses-là, mais j'ai l'impression qu'on parle de littératie, mais je dirais même la connaissance de base sur combien j'en ai et combien j'en ai besoin en vue de la retraite. Il y a quelque chose là. J'ai l'impression que beaucoup de gens prennent leur retraite en sous-estimant les besoins puis en surestimant leur capacité financière à y répondre. Puis ça, ça amplifie la crise de la retraite dont je parlais tout à l'heure. Donc, les inégalités économiques, socio-économiques qu'on voit en période active se reflètent encore plus en période inactive. L'espérance de vie qui est plus longue chez les femmes que chez les hommes. Donc, tout ça amplifie. Puis ça, je pense qu'on n'en parle pas assez des inégalités à la retraite. Ouais. Il y a un boom de baby boomers qui vont prendre bientôt leur retraite. Ça risque de se révéler encore davantage. Absolument. Donc, encore plus important d'avoir des discussions comme celle-ci pour démystifier ces éléments-là. Et là, je ne veux pas être fataliste, mais au moment de la retraite, des fois, ça devient un petit peu difficile, justement, de récupérer cet écart-là puis trouver des stratégies pour y pallier. Donc, il faut y penser maintenant, pendant qu'on est sur le marché du travail. Oui, plutôt que tard. Hélène, qu'est-ce que vous ajouteriez à tout ça? Comment bien aborder cet aspect-là de l'investissement et de l'épargne pour la retraite aux femmes par rapport au discours qu'on peut donner à un homme? Bien, encore une fois, en fait, ce que je donnerais, moi, comme conseil, que ce soit que ça vienne des conseillers ou des hommes, en fait, c'est que souvent, on a tendance à penser que ces écarts de revenus, bien, c'est des questions individuelles. On le dit, justement, il faudrait peut-être planifier davantage ensemble, surtout quand il y a des enfants. Mais, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme la conciliation famille-travail. Longtemps, on a pensé que la conciliation famille-travail, c'était un problème de femme. C'est pas un problème de femme, c'est un problème de famille. Les enfants appartiennent aux deux parents. Bien, de la même façon, moi, je pense que pour la planification de la retraite, faut voir que c'est l'arrivée d'un enfant ou la prise en charge de personnes dépendantes qui crée ce déséquilibre. Alors, je pense qu'en amont, ça serait important, justement, que les hommes aussi prennent le pôle, je peux dire, que les conseillers et conseillères en parlent, parce que d'un autre côté, ça s'ajoute aussi à la charge mentale des femmes d'avoir à négocier avec leur conjoint, d'essayer de les convaincre et tout. Puis c'est pas facile. Dans certains couples, c'est plus difficile de réussir à convaincre. Donc, je pense que les conseillers et conseillères pourraient éventuellement aborder cette question, puis peut-être que les hommes qui nous écoutent, justement, commencer à aborder ces questions d'équilibrer, en fait, les placements pour la retraite puis, à long terme. Catherine, tu as fait référence à une façon de parler finance avec les femmes.
en parlant qu'on a besoin d'avoir un sens. Tantôt, tu disais, les femmes vont plus parler de philanthropie, de dons de charité. Il y a moyen d'investir, d'épargner puis de donner un sens à son investissement. Est-ce que ça, et puis je suis curieuse de savoir, mais est-ce que les conseillers financiers sont bien éduqués pour savoir comment parler aux femmes et comment justement réussir à donner un sens aux investissements qui encourageraient davantage les femmes à épargner? C'est un virage qu'on fait depuis plusieurs années. Je ne dis pas que c'est encore parfait dans l'industrie, mais on a vraiment encore un gros travail à faire, mais c'est en cours. Donc, comment on s'adresse aux femmes? Quel sujet on veut traiter en premier? Comment on traite le couple versus les personnes individuelles? Aussi, on va en parler un peu plus tard. Donc, c'est quelque chose qui est activement fait dans les institutions financières à travers le réseau des professionnels. Est-ce qu'on est au bon niveau encore aujourd'hui? Je pense pas. On a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'on a une petite idée si, oui, ça parle davantage, ça donne des bons résultats? Ça donne définitivement des bons résultats. Moi, une statistique que j'ai hâte de voir bouger, c'est en cas de séparation ou en cas de décès, est-ce que les femmes vont rester avec leur conseiller, leur conseillère financière? Ça va être un bon indicateur pour nous à savoir est-ce que cette relation de confiance-là, on a réussi à la bâtir ou pas encore. Là. Puis comme je le disais tout à l'heure, on parle beaucoup de littératie financière. Puis manifestement, la conversation qui a lieu en ce moment, elle marche pas assez bien parce que les chiffres le révèlent dans le sondage. Les femmes embarquent pas. Les femmes épargnent moins. Les femmes ont... Fait que quand la conversation marche pas, on peut changer de conversation. Puis c'est là que ces éléments-là... Puis nous, comme je le disais tout à l'heure, on est... Comme fonds de travailleurs, on est appelé à beaucoup expliquer ce qu'on fait avec l'argent des gens qui nous confient leur épargne. Et ça marche. Les gens sont intéressés. Je pense que de plus en plus de gens vont être intéressés à ça, vont poser des questions, Et là, quand on parlait de donner du sens à notre épargne, donner du sens à l'argent, bien là, on risque d'avoir une conversation différente qui, là, enlève les inégalités de compréhension les uns avec les autres. On arrive plus sur le registre des valeurs. On arrive plus sur le registre de l'impact qu'on peut avoir avec notre épargne. Oui. Et là, on risque d'avoir une conversation. Puis là, on risque d'avoir un effet genré beaucoup moins grand par rapport à ce qu'on voit maintenant. Donc, encore une fois, quand la conversation ne marche pas, changeons de conversation. Parlons d'autres choses. Parlons-en différemment ou avec d'autres éléments. Oui. Évidemment, dans le sondage, on fait référence, c'est sûr, les femmes monoparentales, on s'entend qu'ils ont une charge financière, probablement un salaire moins élevé, beaucoup plus difficile d'épargner. On aborde aussi quand même inévitablement le sujet du couple. Et je pense qu'il faut quand même en parler. Ce serait quoi les conseils à donner aux conjoints, en fait, parce qu'eux aussi ont probablement leur part à faire dans tout ça, d'impliquer davantage, aussi de faire leur part d'éducation, de partager peut-être davantage. Est-ce que la finance, l'épargne, l'investissement est encore très tabou, même au sein d'un couple? Quels conseils on pourrait donner? En fait, c'est souvent un sujet qui n'est carrément pas abordé. Alors, on dit que l'argent est tabou dans les couples, mais c'est vrai et c'est pas vrai. Pour ce qui est du quotidien, pour ce qui est de qu'est-ce qu'on va payer, tous les gens en parlent généralement. Par contre, quand on aborde la question de l'organisation financière et de ses conséquences à court, moyen, long terme, là, les gens n'abordent pas. Dans le sondage, on voyait entre autres que quand il y a des grands écarts de revenus, il y a quand même des gens qui vont partager les dépenses moitié-moitié, ce qui crée des très grandes inégalités. Donc, je pense que de parler de l'organisation financière, c'est un point qui est extrêmement important, mais aussi de parler de l'épargne et des conséquences à long terme, justement, si les choses sont divisées de façon inéquitable. Souvent, on présente d'ailleurs le prorata du revenu, donc payé proportionnellement au revenu de chacun, comme étant la façon la plus égalitaire, puis qui laisse aussi une certaine liberté à chacun. C'est vrai, sauf quand il y a des très grands écarts de revenus. Parce que quand il y a des grands écarts de revenus, en fait, la personne qui gagne le moins vit au-dessus de ses moyens malgré tout. Parce qu'elle va avoir un niveau de vie qui correspond davantage au niveau de vie cumulé des deux conjoints. Oui. Et donc, à cause de ça, justement, il y a toutes sortes de façons de faire là, qui pourraient être utilisées comme déterminer un revenu minimum de base, comme on fait à l'impôt, et calculer le prorata à partir de là. Mais moi, surtout, ce que je trouve qui est important dans la discussion qu'on a ce matin, là, c'est de penser à l'épargne. C'est pas tout le quotidien. C'est vraiment penser à plus long terme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on partage? Est-ce qu'on le fait moitié-moitié? Est-ce qu'on le fait au prorata du revenu? Mais ça doit faire partie de la discussion, je pense. Catherine, pour les conjoints, en fait, et quand
bon, tantôt, il y avait l'exemple de quand un conseiller financier arrive à la maison le soir, peut-être que la femme, par défaut, va être moins attentive si des enfants dérangent. Quel conseil on peut donner aux conjoints, en fait, pour essayer de minimiser ces écarts puis peut-être impliquer davantage les femmes dans cette discussion de finances? C'est sûr qu'il y a un concept mathématique où le conseiller financier peut aider, comme Hélène parlait. C'est quoi la meilleure façon de séparer les revenus, structurer l'épargne? Ça, c'est un élément. Mais pour vous, messieurs, qui nous écoutez, je pense que c'est d'essayer différentes choses pour voir ce qui convient le mieux au couple. Est-ce que c'est, par exemple, d'échanger certaines responsabilités pour un petit bout de temps, juste pour qu'on puisse se faire les dents, de dégager du temps? Bien, par exemple, si madame fait toujours le budget, puis c'est monsieur qui est dans je sais pas, moi, les rencontres avec le comptable pour le rapport d'impôt, est-ce qu'une année, on peut échanger pour voir, on comprend aussi la réalité l'un de l'autre, dégager du temps, la fameuse charge mentale. Donc, sa littératie pour se remettre à niveau. Donc, ça, c'est des compromis de couple qu'on peut faire. Et moi, j'aime bien l'exemple de lire la même littératie financière en même temps. Donc, à titre d'exemple, madame prend son congé de maternité, donc son conseiller qui l'a bien préparé, lui envoie de la lecture de l'impact sur la baisse de revenus, etc. Bien, ça, c'est le fun quand le conjoint lit les mêmes choses. Et là, on peut avoir une discussion et regarder, bien, quand on met carte sur table, c'est quoi l'impact pour madame de racheter son fonds de pension, de perte de revenus et comment on prend les décisions en équipe? Au lieu que madame ait ce fardeau-là et se stresse toute seule. Et là, c'est factuel. Donc, ça enlève aussi un peu l'émotivité de la discussion. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi. Très bon point. Ouais, les résultats du sondage, est-ce qu'on... l'âge moyen, à peu près, des femmes qui répondent à ce sondage-là, j'imagine que... c'est quoi? Le spectre est très, très large. Parce que ce que j'essaie de comprendre, là où je veux nous amener, c'est comment travailler en amont auprès de très jeunes femmes qui commencent leur vie sur le marché du travail. Parce que ces résultats-là, probablement, reflètent déjà le résultat d'une situation qui est assez avancée dans le parcours. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Oui, certainement, la question de la littération, on en parle beaucoup. La question du vocabulaire qu'on utilise. Hein. Tout simplement, là, moi, en tout cas, je découvre ce milieu. Je suis sociologue. Là. Puis oui, il a fallu que, justement, que je passe quand même quelques heures avant de réussir à comprendre comment les choses fonctionnaient. Donc ça pourrait se passer certainement au niveau du cégep. Justement, de donner un minimum de concepts, certainement. Mais, en fait, je pense que c'est tout le long de la vie là, que les gens peuvent aborder ces questions. Et, en fait, j'ai pas de solution miracle, là, mais je pense que oui, très jeune... C'est dans des petits gestes. Hein. On se dit souvent, exemple comme parent, là, comment j'aide mes enfants justement à être mieux habilités quand ça arrive. Ça peut être aussi simple que de dire, bon, on choisit nos sujets, mais pour tel sujet, je vais l'amener, moi, mon enfant, à rencontrer mon conseiller. Il va commencer à se familiariser. On va regarder sa petite situation, démystifier le premier chèque de paye. Quand est-ce qu'on fait ça? Comprendre c'est quoi les déductions, quel impact ça va avoir. Donc, c'est des petits gestes qu'il faut faire quotidiennement à chaque année pour justement élever ce niveau-là à long terme. Accompagnez-vous les travailleurs chez Fondaction, en fait, les employeurs qui vont offrir aux travailleurs, évidemment, de participer à même leur chèque de paye à Fondaction, par exemple. Est-ce que vous participez au travail de communication, d'éducation auprès des travailleurs? Ah, tout à fait. Il y a sur le terrain 400, ce qu'on appelle des responsables Fondaction, qui, dans les milieux de travail, rencontrent leurs collègues pour justement faire parler de l'importance de préparer la retraite, l'importance d'épargner, puis l'importance aussi de considérer un produit accessible qui a été conçu pour des gens qui intéressaient peut-être pas assez le monde financier en général parce qu'ils ne gagnaient pas assez, parce qu'ils habitaient trop loin, parce qu'ils travaillaient dans des secteurs où les perspectives de croissance de revenus sont moins fortes. Puis souvent, les femmes sont dans ces secteurs-là, dans le secteur public où on l'a vu, là, pour avoir des augmentations, ça prend beaucoup, ça prend une grève importante, là, on l'a vu. Donc, il y a des secteurs où non seulement elles gagnent moins, en moyenne, mais ils sont dans des secteurs où la croissance est moins forte en général des revenus. Donc, à travers nos responsables Fondaction, à travers de la littératie en milieu de travail, on y arrive. Mais moi, il y a un truc que je trouve ça très intéressant. Tu sais, tu dis qu'il faut commencer le plus tôt possible. Dans ce que tu disais, Catherine, je trouve que il y a vraiment une mise en garde importante dans ce que tu nous dis, de ne pas tomber dans les discussions genrées. Hein? D'ailleurs, il y a des choses qu'on s'adresse, on parle aux femmes de ça ou on parle aux jeunes filles de ça, tu penses? L'importance. Puis, dans ce que tu disais, Hélène,
égal ne veut pas dire équitable. Puis c'est l'équité qu'il faut viser plus que l'égalité quand on parle d'épargne. Donc, c'est vraiment, vraiment, je trouve, très, très juste vos propos. Oui. Puis pour en arriver à des discussions non genrées, parce que là, actuellement, on est très genré dans notre propos, c'est justement ça. Pour en arriver éventuellement à une discussion non genrée, il faut changer nos habitudes, il faut changer nos façons de faire, échanger les rôles. J'aime l'idée d'échanger les rôles dans le budget familial ou dans la planification financière d'une famille entre conjoints. Exact. Parce que honnêtement, on l'a tous vécu, là, si on a été en couple, mais à un moment donné, rapidement, on a chacun nos propres rôles dans le couple. Ouais. Puis là, on le voit avec des résultats d'un sondage comme ça, on comprend qu'en majorité, le rôle de la finance et de la planification à long terme de la finance, c'est pas celui de la femme. Et d'où toutes ces anguances. La bonne nouvelle, c'est que c'est un muscle qui se développe et qui se travaille. Donc, tout n'est pas perdu. Ben non, c'est parfait. Il n'est jamais trop tard. L'autre aspect qui est super important, c'est l'aspect de la séparation. Les femmes sont souvent perdantes. Puis tantôt, Hélène, c'est toi qui disais, on est habitué à vivre un rythme de vie de couple. Et là, on arrive dans une situation de séparation. Et la plupart du temps, la femme doit vraiment réajuster. Il y a la charge familiale qui s'ajoute si elle devient monoparentale, etc. Oui. Premièrement, comment on explique ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire et quels outils peut-on donner ou fournir aux femmes pour être mieux équipées en cas de séparation? En fait, moi, je pense que la première chose, là, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, là. La différence entre être marié et être en union libre. Au Québec, c'est extrêmement important. Actuellement, les couples en union libre sont considérés pratiquement comme des étrangers. Donc, même ça fait 10 ans que le couple vit ensemble, même s'ils ont eu des enfants, chacun repart avec ce qu'il a payé. Il n'y a pas d'obligation l'un envers l'autre. Les couples mariés, eux, ont le patrimoine familial, ont le partage, en fait, de 5 biens, la maison principale, les fonds de retraite et les biens meubles et la voiture qui sert à la famille. Donc, c'est des réalités extrêmement différentes. Je sais qu'actuellement, souvent, quand on va voir un conseiller en services financiers, on va nous dire « Ah, vous êtes en union libre, il faudrait faire un contrat de vie commune. » Malheureusement, les contrats de vie commune, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Et il y a à peu près 5 % des gens qui en font. Les gens n'en font pas. Alors, c'est pas tout, je pense, de conseiller justement que les gens fassent ce genre de contrat. S'ils ne le font pas, en fait, je pense qu'il faut faire un suivi et s'assurer que l'organisation des finances correspond, en fait, au cadre juridique. Et là, on a un projet de loi là, qui se dessine, un projet de loi 56 là, sur l'union parentale. Malheureusement, ce projet de loi vise à protéger les enfants, mais ne changera strictement rien ou très, très peu de choses par rapport au conjoint de fait. Alors, le gros morceau de cette réforme, c'est le partage de la maison familiale, mais on sait que 80 % des couples en union libre ont acheté la maison ensemble. Donc, ça va toucher à peu près 14 %. Puis ce qui va être partagé, c'est la valeur que la maison aura pris à partir de la naissance de l'enfant. Donc, ça ne changera pas grand-chose à ce qui, pour la majorité des gens, à ce qu'on a actuellement. Alors, moi, je dirais que la première chose, c'est vraiment d'être conscient et consciente de cette réalité, justement, que c'est possible éventuellement c'est fort possible qu'on se sépare. Donc, le taux de divorce au Québec est de 1 mariage sur 2 se termine en divorce environ. Puis pour les couples en union libre, il semblerait que c'est pire. Alors, ce qui se passe au moment d'une séparation, en fait, c'est pas au moment de la séparation que les écarts se creusent. Ça a commencé bien avant, justement, au moment du congé de maternité, souvent. Alors, on s'aperçoit, dans le sondage a montré, entre autres, que quand on a demandé aux hommes et aux femmes c'était quoi les frais à l'épargne, les femmes, 40 % des femmes âgées, alors qui ont des enfants et qui sont âgées entre 25 et 35 % ont dit que le congé de maternité avait été un frein à l'épargne au cours des 5 années qui ont suivi. Pour les hommes, c'est 19 %. Alors, on voit que c'est quand même majeur cet aspect-là. Puis, on sait que 5 000 $ qui va être épargné une année, 30 ans plus tard, il va valoir 40 000 $. Donc, tout cet aspect-là est extrêmement important. Et donc, ce qui se passe au moment d'une séparation, c'est ce cumul là, dès les premières années de la vie du couple. Et si le couple n'est pas marié, ben justement, chacun repart avec ce qu'il a payé. Puis on sait que généralement... en fait, souvent, les gens n'anticipent pas la rupture. Et les conseillers en services financiers, je pense qu'ils hésitent aussi à aborder cette question. Mais comme je disais tantôt, il y a beaucoup plus de chances de se séparer dans les 10 prochaines années que de décéder. Donc... il faut vraiment faire des scénarios, en fait, en fonction du fait que le couple se sépare. Mais même, on n'anticipe pas la rupture, mais d'un autre côté, séparation ou pas,
c'est son devoir, dès le début, de bien comprendre le régime matrimonial dans lequel on est, mais l'impact financier d'une séparation éventuelle. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est abordé? Est-ce que c'est avec son conseiller financier que chacun comprenne très clairement, vous êtes sur tel régime, voici ce que vous avez, voici en cas de séparation, qu'est-ce que vous auriez chacun? Oui. Et est-ce que ça, on va là, on en parle? C'est abordé. C'est sûr que c'est toujours délicat de parler de séparation et parfois, c'est même les clients qui nous disent on n'est pas prêt à aller là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des trucs qu'on peut faire très simples pour prévenir puis pour commencer à préparer le terrain de ces discussions-là. On en a parlé tantôt. Bon, le plus facile, c'est commencer à épargner tôt. Donc, il n'y a pas de montant, il n'y a pas d'âge minimum. Plus on commence, moins il y a un écart. Ensuite de ça, quand on fait la planification de retraite, on avait tendance souvent dans le passé, puis ça se corrige là, avec le temps, de partir du budget. Moi, ce que je recommande souvent, c'est au lieu de partir du budget et des dépenses, partons de l'épargne. Donc, j'ai un salaire X, bon, on va faire des chiffrons de 100 000, je veux épargner 10 %. Il me reste 90 000, c'est ça mon budget de dépenses. Donc, de le faire à l'envers pour prioriser l'épargne. Et dernier point, quand on fait un plan, une planification financière de couple, c'est le fun parce qu'il y a des stratégies qu'on peut utiliser qu'on ne peut pas utiliser toute seule. Par exemple, le fractionnement de revenus. Toutefois, c'est super important de donner une vue individuelle aussi à l'épargne de chacun des conjoints. Et c'est là souvent que l'étape ne se fait pas et qu'on ne voit pas creuser ces écarts-là. Donc, si je suis capable de dire, voici le bilan de couple, mais voici le bilan de madame, puis voici le bilan de monsieur, et comment, ça, à travers les années, ça croît. Là, on peut avoir une espèce d'effet de surprise, de choc, et de là, on est capable de préparer le terrain et de mettre en place des stratégies si rupture il y a, justement, pour prévoir ça. Oui. Puis comme industrie, je le disais tantôt, notre gain ou je suis une fille de chiffres, donc notre métrique de succès, je dirais que c'est dans le cas de séparation, combien de clientes, de femmes vont rester avec leur conseiller financier, leur conseillère. Ouais. Aujourd'hui, là, c'est plus de 50 % qui va changer de conseiller. Donc, imaginez-vous là, dans une situation de rupture où on est stressé, où on a des décisions financières importantes à prendre, et là, on commence une nouvelle relation avec un conseiller. Le timing est assez... Mais plus de 50 % des femmes, lorsqu'elles se séparent, changent de conseiller, ou plus de 50 % des femmes. Des femmes en cas de séparation ou de décès vont aller vers un nouveau conseiller parce que cette relation-là n'a pas été bâtie. Donc, pour moi, ça, c'est assez... Comme industrie, il faut se re-questionner là, quand on regarde des chiffres comme ça. C'est assez révélateur. Oui. Je voulais juste vous souligner en passant que vous avez accès à tout ce sondage-là dans les moindres détails sur le site Internet de la Chambre de sécurité financière parce que tantôt, on a souligné quelques points puis on parle en gros des grandes lignes des résultats du sondage, mais en allant sur le www.chambresf.com, vous allez avoir tous les détails et résultats de ce sondage-là. Quelque chose à rajouter sur... cet aspect-là, Daniel? Bien, moi, je trouve ça très, très intéressant de l'aborder comme celui-là. Puis il y a des choses, justement, ces tabous dont on parle. Tu sais, l'argent est un tabou, la séparation est un tabou, etc. Dans les conversations, il va falloir trouver des façons de l'aborder puis d'aborder cette réalité-là comme une réalité avec lucidité, calme et l'exigence que ça va, plutôt que d'arriver dans des situations où tous les changements surviennent en même temps. Puis là, bien, finalement, on perd... Mais c'est tellement pas facile. Ils nous disent de régler notre séparation au moment où tout va bien. C'est pas un réflexe. C'est le meilleur moment. C'est comme... On pense même pas à ça. On veut pas aller là, mais il faudrait le faire. En fait, il faudrait le faire, mais la raison pour laquelle on le fait pas, c'est que ça fonctionne comme une prophétie autoréalisatrice. En fait, c'est-à-dire que quand on pense que la relation va durer, on investit dans la relation. On va investir du temps, de l'argent, de l'amour, etc. Puis on pense aussi que ça va durer à très long terme. Mais à partir du moment où on pense qu'on va se séparer, souvent, les conjoints vont désinvestir et c'est ça aussi qui risque de précipiter la fin de la relation. Ouais. Donc, mais quand on a compris ça, on peut peut-être remettre les choses à plat puis parler de façon plus lucide. Un des grands défis de gérer les finances à deux aussi, c'est que souvent, c'est bien plus simple quand chacun a sa petite case, puis chacun a sa responsabilité. Tout à fait. C'est-à-dire, plus on met en commun tout, plus évidemment, ça rend le processus plus long, inévitablement. On se questionne. Quand on parle d'épargner ensemble, on ne veut pas dire... D'ailleurs, tous les produits financiers sont individuels.
Ce qu'on veut dire, en fait, c'est simplement s'assurer qu'il y a un partage dans le couple avant qu'on commence à épargner. Donc, les gens peuvent continuer à gérer au prorata du revenu, par exemple, ou 50-50 si les écarts de revenus sont pas importants. Mais ce qui est important, c'est quand il y a des baisses de revenus pour un qui est lié, par exemple, à la vie familiale, qu'on le prenne en compte et que ce soit dans le partage qui soit fait. Ensuite, chacun a son petit jardin secret, chacun a son compte, puis peut justement placer ou comme il l'entend. Puis j'aime le commentaire ici. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions. On peut déjà commencer à intégrer vos questions à travers, évidemment, notre discussion. Puis un commentaire ici qui dit « Les habitudes parentales en gestion conditionnent le comportement des enfants par imitation ou opposition. » Moi, ça revient à mon fameux point que le point de départ, c'est le plus jeune possible et on prend exemple sur nos parents. Et justement, par imitation ou par opposition. Oui. Et probablement que de là découle beaucoup de comportements et malheureusement qui contribuent à cet écart actuellement qu'on constate. Il y a plein de petits trucs, là, aussi simples que dire on part de nos petits-enfants à partir de 5 ans avec leur fameuse tirelire. T'en as 2 tirelires. T'as une tirelire pour des besoins, avoir du plaisir. Puis t'as une tirelire pour tes projets à plus long terme, ton Nintendo que tu vas vouloir t'acheter. Mais c'est de développer ce réflexe-là jeune avec des choses, des exemples très tape-chaise, très simples qui vont parler aux enfants et qui vont pouvoir les aider à grandir là-dedans. C'est pas sorcier là, quand on y pense. Puis tu vas probablement être d'accord avec moi, Catherine, mais on a de la chance qu'une sociologue s'intéresse à ça. Puis s'intéresse à ça parce que, justement, il faut que les choses changent. Il faut avoir des regards nouveaux sur ce qui explique les sources des problèmes, les perspectives nouvelles. Fait qu'on a de la chance d'avoir ce genre de travail, de réflexion. Merci et continue. À la base, les résultats de ce sondage-là, avec la contribution de l'INRS, de la Chambre de sécurité financière, derrière ça, c'est de l'éducation, c'est de partir, c'est de montrer le bobo, puis montrer l'écart pour après ça partir de ça, puis essayer de l'améliorer. Mais qu'est-ce qu'il faut s'attendre comme prochain geste? Au-delà de sensibiliser les parents, probablement que ce serait des campagnes publiques beaucoup plus importantes pour justement sensibiliser les écoles, les parents. Est-ce qu'on devrait s'attendre à un rôle du gouvernement ou de nos organismes publics dans ça? Je pense que oui, certainement qu'il y a un travail à faire. Et en même temps, moi, je vous avoue que je trouve ça assez réjouissant de voir le nombre de blogs, de sites Internet, vraiment pour tout l'investissement destiné aux femmes, qui parlent aux femmes de comment investir et tout ça, et qui reprennent vraiment un vocabulaire qui leur parle justement à la question du don, la question de pouvoir donner au suivant après, une fois qu'on devient très riche et tout. Donc, qui est vraiment... Alors, il y a ça, puis je dirais, oui, au point de vue de l'éducation aussi, la question de marier, pas marier, là, je pense qu'il faut qu'on fasse des campagnes parce qu'il y a beaucoup de gens. En fait, on sait que 50% des couples en union libre croient que c'est la même chose d'être marié ou en union libre. Et la raison est fort simple, c'est que la fiscalité et les lois sociales ne se sont pas gênées pour marier de force, si je peux dire, les conjoints en union libre. C'est-à-dire que après 1 an de vie commune, quand les gens font leur rapport d'impôt, les couples en union libre sont traités comme s'ils étaient mariés. Alors, c'est l'information que reçoivent les gens régulièrement. C'est un très bon point. Puis dans le quotidien aussi, toutes les lois sociales assimilent les couples en union libre aux couples mariés. Alors oui, une campagne d'information, à défaut d'avoir une simplification des choses, malheureusement. Oui. J'aimerais vous entendre, et on en parlait juste avant ce webinaire, j'aimerais vous entendre sur l'immigration. Parce que, évidemment, c'est une grande source chez nous de productivité. On a ouvert les portes à l'immigration davantage. En même temps, l'envers de la médaille, c'est qu'on accueille plein de couples, des femmes, des hommes qui arrivent avec des connaissances différentes, une approche différente face à l'investissement. Comment voyez-vous ce défi-là, disons, d'augmenter la littératie financière chez nos nouveaux arrivants pour éviter que l'écart s'agrandisse encore plus dans le futur? Mais il y a un vrai défi parce que même ceux qui sont nés au Québec, la compréhension de comment s'accumule l'argent pour la retraite, puis la compréhension de notre système de retraite est difficile. Imaginez quand vous venez d'ailleurs et que vous avez connu un autre régime. Ça prend
ça prend du temps, ça prend le temps de le prendre, justement, ce temps pour comprendre, pour éviter, justement, les mauvaises surprises. Il y a des pays européens, par exemple, il y a plusieurs nouveaux arrivants qui viennent d'Europe. Bien, la prise en charge de la retraite est totalement différente, où les gouvernements, les États jouent un rôle beaucoup plus important. Donc, il y a quelque chose de plus préétabli qu'ici. Puis comme je le disais, ici, il y a une pression de plus en plus sur l'individuel dans notre épargne retraite. Donc, c'est important que les personnes arrivent ici et qu'ils ne s'en rendent pas compte 10 à 15 ans après qu'il y a une pression individuelle sur leur épargne retraite. Donc, c'est tellement important donc on parle de littératie financière, oui, mais même de littératie du système et du comment ça marche, la retraite. Je pense que c'est important, d'autant plus quand on vient d'ailleurs. On a des systèmes complètement différents qu'on pense à la France, d'un pays à l'autre. Là. Oui, pas juste la France, mais... Si je peux apporter une bonne nouvelle, oui. la chaire de recherche Argent, Inégalité et Société que je dirige, qui est financée justement par la Chambre de sécurité financière, le projet qu'on démarre l'an prochain, c'est justement sur le rapport des immigrants ou des nouveaux arrivants à l'argent, à l'épargne, leur compréhension. Puis dans les outils qu'on veut développer, il y a entre autres justement un kit là, En fait, je pense que dès leur arrivée, on devrait pouvoir leur remettre un document simplifié pour qu'ils expliquent c'est quoi la retraite, puis à quoi s'attendre à plus ou moins long terme. Bravo de faire ça, parce que c'est d'autant plus important que les 2 premiers piliers, encore une fois, sont basés sur le nombre d'années de cotisation. Fait que si on a le bonheur d'arriver ici, mais d'arriver plus tard qu'on risque d'avoir moins d'années de cotisation à la fin, ça va avoir un effet sur les prestations. Fait que c'est tellement important, cette prise de connaissance-là avec notre système, pour justement éviter qu'à la retraite, les gens, ils se retrouvent dans des situations précaires ou vulnérables économiquement parce que le système n'est pas fait pour des gens qui arrivent sur le marché du travail québécois à 33 ou 34 ans. C'est parce qu'on l'a mal compris, le système, puis on avait l'anticipation ou l'espoir, l'anticipation, la croyance que, rendu à la retraite, le système allait combler la différence puis nous supporter parce que dans certains pays, c'est le cas, là. Tout à fait. Et à ça aussi s'ajoute le fait qu'en fait, on voit aussi des différences hommes-femmes au niveau des immigrants. En fait, ce qu'on voit, c'est que les femmes vont entrer sur le marché du travail beaucoup plus tardivement et elles vont être surqualifiées par rapport aux emplois qu'elles vont occuper. Donc, elles cumulent en fait plusieurs choses, là, justement le fait d'avoir beaucoup moins d'années de travail, de cotisation et en plus, le fait d'être moins bien payées. Mais c'est vrai de façon générale pour les immigrants, quand ils arrivent, justement, souvent, ils arrivent plutôt dans la vingtaine et donc, ou la trentaine, alors avant de cotiser, puis c'est le type d'emploi aussi qu'ils vont occuper. Là. Ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup d'embûches pour les nouveaux arrivants, c'est très, très clair, en plus de la littératie. Catherine, ça se voit en bureau? Définitivement. On n'a pas le système le plus facile à comprendre non plus. Hein? Donc, évidemment, la littératie va être un bon point. Ce que moi, je me dis, c'est qu'à terme, on va devoir trouver des façons plus créatives de gérer ça. Tu sais, on se parlait tantôt, équité, égalité, c'est pas des synonymes. Donc, est-ce qu'éventuellement, on va vouloir permettre, par exemple, aux nouveaux immigrants de racheter des années où ils n'ont pas pu cotiser, pas de leur donner, mais de racheter. Donc, d'avoir des mécanismes qui vont faire en sorte que ça va devenir intéressant de venir travailler ici, mais qu'on est capable de bâtir une retraite décente avec pas nécessairement 35 ans au Canada de travailleurs temps plein. Donc, c'est le genre de choses, je pense, en avenir qu'il va falloir qu'on réfléchisse comme société. Tu as raison de dire, le marché du travail change. Hein? Les gens, ils restent moins longtemps. Il y a de plus en plus d'emplois atypiques, donc pas sous mode salariat, mais la sociodémographie du Québec change aussi, avec de plus en plus de nouveaux arrivants. Fait qu'il faut repenser ces systèmes-là. En tout cas, il faut trouver des façons de l'expliquer pour que les gens puissent pas se faire un peu avoir parce que le système n'a pas été designé pour eux. Oui, tout à fait. Beaucoup de travail en matière d'éducation financière à faire dans les années à venir. J'ai des commentaires et quelques questions, mais première question rapide. Est-ce que le webinaire sera disponible en vidéo? La réponse, c'est oui. Il va être disponible donc sur le site d'Éduc-Épargne. Il est toujours rediffusé parce que la bonne nouvelle, c'est que cette personne nous dit « J'aimerais que mes enfants, début trentaine, le voient. » Ça, c'est un bel accomplissement. Oui. On peut cocher une case. Alors, bon, pour Catherine, je ne sais pas pourquoi ça commence. Pour Catherine, question pour Catherine, oui. J'aimerais en savoir plus sur la façon d'aborder le budget en partant du salaire puis de l'épargne. Oui. Bien, en gros, la théorie, c'est vraiment de regarder avec son conseiller comment on peut déconstruire la façon dont on fait un budget. Donc, de sécuriser. On se dit souvent, payez-vous vous-même pour commencer, le même titre qu'on paierait un fournisseur. Donc, combien on doit se payer pour arriver à rencontrer nos objectifs? Et de là, bien, combien est-ce qu'il nous reste à dépenser? Donc, c'est vraiment juste la mécanique de l'inverser, tout simplement. OK.
Les habitudes parentales en gestion conditionnent le comportement des enfants. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un commentaire, je m'excuse. Ensuite, j'épargne beaucoup plus que mon conjoint qui gagne pourtant un meilleur salaire. J'essaie de l'amener à mieux gérer son budget, mais il se referme car il ne veut pas... Là, on est en train de gérer une situation personnelle, qu'elle ne veut pas que je gère son argent. Avez-vous des conseils? Mais je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un défi comme couple d'aborder la finance, de travailler ensemble pour une saine gestion financière. Alors, imaginez en plus de travailler ensemble pour planifier le futur de nos finances dans un contexte où, tu sais, on n'aime pas ça penser à très, 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 très long terme. Non, puis il y a des conditions gagnantes aussi qu'on peut mettre en place. Tu sais, pas obligé que ça soit une discussion très difficile. On peut prendre un petit morceau à la fois, avoir un environnement qui est neutre, être avec un spécialiste, un médiateur, un conseiller financier qui va amener une neutralité, une factualité aux données. Donc, souvent, on a l'impression que c'est gros, puis on s'en va quasiment... se battre, là, tu sais, c'est pas ça l'idée, c'est de faire des petits pas pour faire une transformation, puis faites-vous aider, faites-vous accompagner. Oui, et puis moi, j'aurais envie de dire, justement, l'idée n'est pas de tout mettre ensemble toujours, mais d'équilibrer les choses. Puis ensuite, chacun peut faire comme il l'entend. La question aussi, c'est que s'il y en a un qui est plus dépensier que l'autre, en fait, il me semble que ça ne vaut pas la peine de chicaner sur ce genre de choses-là, s'il y a une équité au départ qui a été mise en place. Et la seule chose, je dirais la seule mise en garde, là, s'il y a un des conjoints qui est tellement dépensier que ça a un impact sur le budget commun, là, c'est sûr que je pense qu'il y a des difficultés. Mais autrement, tu sais, je pense en fait, il y a toujours ce jeu de contrôle de l'un par l'autre qui peut vraiment miner des relations conjugales. Donc, c'est ça. Dans la mesure où les choses sont équilibrées puis qu'ensuite, chacun peut gérer son argent, ça peut fonctionner très bien. Ouais. C'est une question de valeur. Hein? On dit souvent que l'argent est la principale cause de divorce. Mais à mon avis, c'est pas ça du tout. En fait, c'est que l'argent est derrière toutes nos décisions. En anthropologie, on dirait que c'est un phénomène social total. Et en fait, l'argent est derrière toutes nos décisions, que ce soit ce qu'on va mettre sur la table, le type d'auto qu'on va acheter, est-ce qu'on va épargner, est-ce qu'on n'épargne pas, et ce genre de choses. Et ce qui se passe au moment d'une séparation, c'est que tout est canalisé sur cette matérialité qu'est l'argent. Mais on dit aussi qu'en amour, on ne compte pas, mais on le sait au moment d'une séparation, d'un divorce, que les gens ont compté. Mais c'est simplement que l'argent nous permet de parler de toutes ces frustrations qu'on a eues, qu'on a accumulées au fil du temps. Donc, c'est ça. L'argent, ça révèle des choses, mais parfois, il faut regarder en dessous qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que ça révèle, justement? C'est quoi le problème? C'est une question de transparence. Oui, je pense qu'il y a un grand manque de transparence dans la situation financière. C'est Pierre-Yves McSween qui disait à votre première date, demandez-lui c'est quoi tes dettes? Peut-être un peu rêve. Il a fait un très bon livre là-dessus. Il y a un très bon livre là-dessus. Mais ça revient à la transparence financière dans un couple qui est quand même un défi, là, on peut le comprendre. Et de comprendre les impacts, tout simplement. Tu sais, peut-être que le conjoint qui dépense plus arrive avec son plan individuel, puis c'est pas nécessairement un souci non plus. Donc, il faut s'appuyer sur des faits. Oui. Un commentaire qui dit « Vous ne parlez pas de REER au conjoint, pourquoi? » Mais est-ce que dans le fond, il y a quelque chose à savoir ou Catherine, du côté du REER au conjoint ou... Dans le fond, chacun se REER, on peut contribuer au conjoint. C'est une des solutions. Ça fait partie des différentes solutions là, qui sont qu'on peut utiliser. En fait, de prendre un montant d'argent puis de le mettre dans le REER du conjoint ou de la conjointe, ça, je pense que c'est tout à fait possible. Tout à l'heure, en fait, ça me fait penser parlant de littératie financière, je parlais tout à l'heure des livres ou des blogs qui sont extrêmement bien vulgarisés maintenant. Il y en a un, justement, qui est sorti il n'y a pas longtemps, Elle investit, de Carmen Kong. Oui. Et franchement, là, moi, pour la sociologue que je suis, j'ai compris beaucoup de choses. Je vous le recommande chaleureusement. Et justement, toute la question des REER est abordée là-dedans. Parfait. Donc, le nom, c'est, juste le répéter pour... Alors, Elle investit de Carmen Kong. Alors, à noter. C'est important parce qu'aussi, on en parlait plus tôt, mais il n'y a pas toujours une synchronisation du moment de la retraite. Les couples n'ont pas forcément formé de deux personnes qui ont le même âge. Les couples ne sont pas formés par deux personnes qui ont les mêmes revenus, la même temporalité par rapport au travail. Donc, cette idée de cotiser dans le REER du conjoint ou de la conjointe peut aussi
permettent de diminuer des écarts rendus à la retraite qui est dû au fait du manque de synchronicité du moment de la retraite ou si on le prend, s'il y a une synchronicité aux différences d'âge et de revenus de ce qui est déjà accumulé. Fait effectivement, ça doit faire partie de la stratégie. Du point de départ quand on s'est rencontrés. Exactement. Exact. C'est une piste de solution, c'est pas la seule, mais c'est une piste de solution. On entend parler de stratégie de décaissement à la retraite. Je ne voudrais pas dilapider prématurément mon épargne, sachant que les femmes ont une espérance de vie plus longue. Pouvez-vous parler de ces stratégies de décaissement pour les femmes? L'aide d'un professionnel est-elle nécessaire? Définitivement. Question pour Donc, Catherine. c'est tout aussi important, je dirais, de bien planifier sa stratégie de décaissement que sa planification de retraite. C'était d'ailleurs le sujet du webinaire, je crois, il y a 2 ans. Le décaissement, c'est vraiment un sujet, à mon avis, qui est crucial à aborder. Donc, on peut faire des erreurs significatives au moment du décaissement, même si on a très bien préparé la retraite. Donc, oui, soyez accompagné d'un conseiller. Il y a des façons de décaisser plus fiscalement avantageuses pour garder plus d'argent dans vos poches. Donc, oui, tout à fait. Oui, absolument. Avant de se rendre au décaissement, il faut quand même se rendre à l'accumulation. Idéalement. Et réussir à réduire ces écarts, justement, d'accumulation tout au long de notre vie. Autre question ici. J'ai une cliente qui a cotisé, qui nous vient d'un conseiller, clairement. J'ai une cliente qui a cotisé avec son conjoint. Ils ont été 28 ans ensemble. Il y a séparation. Comment l'homme peut transférer un montant à sa femme? C'est un REER. Est-ce qu'on a assez d'informations pour répondre? Moi, je vous dirais, asseyez-vous. J'aime mieux pas me risquer dans des situations très spécifiques. Difficile de répondre. C'est difficile pour nous de répondre. C'est ça, à des questions spécifiques, parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte dans ces questions-là. Si je vous demandais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous retenez le plus? Ou que ce soit par rapport aux résultats de ce sondage-là, ou que ce soit par rapport à notre discussion, qu'est-ce que vous retenez le plus jusqu'à maintenant, soit des efforts à faire pour le futur ou des grands constats encore qui restent à régler? Au risque de me répéter, je pense que ce que je retiens, c'est qu'il faut changer la conversation, puis prendre les gens là où ils sont. Puis, tu sais, Sophie, tu reviens souvent à l'importance de commencer jeune. Bien, puis là, je ne veux pas être un sociologue que je ne suis pas, mais les jeunes sont éco-anxieux. Les jeunes sont de plus en plus inquiets face aux inégalités puis au manque d'accès à la propriété, là, des trucs. Bon, trouver des manières de parler, encore une fois, de ce qu'on fait avec leur argent, du pouvoir d'agir que leur épargne peut avoir, de parler de l'impact pour travailler avec les sujets de conversation. L'argent, c'est pas un sujet de conversation qui intéresse tout le monde, mais améliorer notre planète, réduire les inégalités, ce sont des choses qui intéressent les gens. Fait que ramener la conversation liée à l'épargne, à l'accumulation collective d'épargne ou des choix qui ont des impacts, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui sortent dans la rue en disant il faut plus encourager le pétrole, mais quand ils regarderaient leurs états de compte, ils se retrouveraient à être investis dans plein de sociétés pétrolières, donc de s'informer, donc de travailler là où ils sont. Puis là où ils sont, bien, il y a une génération très inquiète. Puis une génération très inquiète qui, j'espère, cherche des solutions, ou en tout cas, on doit en trouver. Bien, là où on alloue le capital dans notre société, c'est certainement une partie de la solution. Fait que c'est important, je pense, de voir l'épargne, pas juste comme une question d'argent, puis est-ce que j'en aurai moi assez, mais aussi pour l'impact que ça peut avoir pour des changements. Comme une façon de faire évoluer les choses positivement. Tout à fait. Tantôt, on le disait, on parlait d'être touché, d'avoir un sens, de donner un sens aux investissements qu'on fait. Puis ça va probablement être en même temps, par ricochet, une bonne façon de rejoindre davantage de femmes. Je vais glisser une question avant de revenir avec vos grands constats de notre discussion. Les employeurs ont un rôle à jouer également. Mettre en place un régime avec contribution de l'employeur et mieux informer ses employés sur l'importance d'épargner, notamment de la part des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Fait que je pense que, Daniel, tu nous as quand même donné une bonne idée, mais globalement, j'aimerais ça que tu développes un peu plus sur que penses-tu, quel est le rôle de l'employeur derrière tout ça? Bien, le rôle est en train de changer. Je le disais tout à l'heure, il fut un temps où les employeurs offraient, en tout cas en plus grand nombre, des régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées à leurs employés. On en voit de moins en moins, surtout les prestations déterminées pour toutes sortes de raisons, puis je ne veux pas ouvrir ce débat-là, mais il y a quand même un lien entre l'employeur et la retraite, l'épargne pour la retraite, donc de faciliter, d'offrir des solutions simples, de permettre d'avoir des discussions, d'accroître la littératie aussi, parce que c'est une chose d'offrir un véhicule d'épargne, d'offrir
à des gens de pouvoir cumuler de l'épargne à même leur paye. Puis on le sait, d'autres études le montrent que le fait de cumuler de l'épargne à partir de sa paye développe de saines habitudes d'épargne. Tu sais, que ça crée l'automatisme, là, puis à travers son chèque de paye, c'est une bonne façon. Donc, de se servir de ces mécanismes-là pour créer un automatisme, de bons réflexes, de sains comportements d'épargne, pour donner une chance d'en accumuler davantage à la retraite, puis d'en profiter pour faire de la littératie, puis de la littératie dans d'autres cadres qui permettent de soulever des questions, puis encore une fois, qui changent la conversation. Je suis redondant avec ce mot-là, mais il faut trouver d'autres façons avec d'autres personnes pour en discuter. C'est clairement un rôle partagé, cette épargne à la retraite. C'est un rôle en fait, c'est un enjeu de société, donc c'est un rôle individuel de s'autodiscipliner soi-même. C'est un rôle de l'employeur de mettre les conditions favorables. Puis c'est un rôle également probablement du gouvernement, évidemment, avec nos programmes. Donc, c'est à 3 parties très importantes, mais un sans l'autre ne pourra pas probablement y arriver. Puis le rôle de l'employeur change parce que le marché du travail change. Les gens restent plus aussi longtemps dans les milieux de travail. Il va falloir adapter des outils aussi qui n'ont pas été créés pour le monde du travail qu'on vit aujourd'hui. Fait que tu as raison de dire que c'est tripartite, l'individu, l'employeur, le gouvernement. Le gouvernement fait son bout, l'individu doit faire son bout, puis les employeurs, il y a un changement à opérer là. Puis c'est en train de se faire, mais je pense qu'il va falloir que ça s'accélère. Comme je dis, certains parlent d'une crise de la retraite. Puis cette crise-là n'est pas dans 25 ans, elle est pour bientôt. Fait que travaillons avec les employeurs pour trouver des solutions d'épargne, pour aider les employés et les citoyens à pouvoir en avoir accumulé assez pour la retraite. Puis ce qu'on disait tout à l'heure, Hélène, puis je sais que vous êtes penchée souvent à regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, quels sont les régimes de retraite offerts ailleurs, mais souvent, ces gens-là viennent s'installer ici et ont été habitués à des régimes complètement différents. Tout à fait. Où la part de l'individu est à peu près nulle. Donc, c'est l'employeur et le gouvernement qui s'en occupent. Et donc, ils arrivent ici, puis ils doivent... en fait, ils découvrent souvent, puis parfois sur le tard, qu'ils doivent aussi mettre des sous de côté parce qu'ils n'auront pas ce qu'il faut au moment de la retraite. Donc, je pense que c'est un élément... c'est sûr que, je pense, la part de l'employeur, la part du gouvernement s'est réduite au fil des ans. Puis je pense que c'est vraiment un des aspects sur lesquels il faut travailler et rapidement. Il y a une responsabilité aussi, je trouve, qui s'ajoute parce qu'on offre de plus en plus de flexibilité dans les avantages sociaux, prestations, cotisations déterminées, les choix des assurances. Donc, comment on aide nos employés à faire de bonnes décisions? Bien sûr, ils peuvent aller voir leur conseiller, mais en tant qu'employeur, est-ce qu'on a les bonnes ressources à l'interne, justement, pour bien diriger nos gens puis pour donner le bon conseil? Parce que ça peut avoir un impact super important sur la planification de la retraite. Les dernières années, on est en plein dedans encore, mais les dernières années, on a vu l'émergence de tout ce qui est diversité, équité, inclusion. On a vu l'émergence, entre autres, notamment ici au Québec, avec l'EFEA, de vraiment offrir des programmes aux jeunes femmes pour avoir plus d'ambition puis mener à bien leur carrière. Est-ce que vous sentez, puis là, je ne veux pas mettre d'employeurs sur le spot, mais sentez-vous quand même qu'il y a des efforts faits auprès des femmes de la part des employeurs de façon plus spécifique pour épargner davantage, pour être plus connaissante? Est-ce qu'on le sent ou pas nécessairement? On va le faire pour l'ensemble des employés ou pas nécessairement encore? Personnellement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Non, je ne sais pas. La même chose. Puis nous, on travaille dans des milieux de travail. On va aller dans des milieux de travail où il y a une proportion plus grande de femmes parce qu'on sent que quand on veut travailler avec celles et ceux qui en ont le plus besoin, c'est dans des milieux de travail majoritairement. Mais c'est pas un appel forcément de l'employeur, là. C'est vraiment notre mode de distribution qui va vers ça. Fait que ça serait difficile pour moi de répondre à cette question-là au niveau des... C'est correct de dire qu'on le voit pas encore. Parce que le message ici, ça va être de lancer un message aux employeurs. On devrait probablement aussi cibler ce sujet-là auprès de nos jeunes femmes en entreprise. Parce qu'il n'y a pas de standardisation, mais on voit une conscience. Là. Je vois de plus en plus d'employeurs qui vont faire venir un conférencier, une institution financière pour faire de l'éducation, mais de dire que c'est ciblé, pas encore. Je ne serais pas prête à dire ça. J'ai une question je regarde là en même temps, mais une question qu'on a reçue de quelqu'un qui a 28 ans. Est-ce que vous avez des conseils pour les femmes qui gagnent plus que leur conjoint? Comment protéger nos avoirs, mais participer équitablement à la vie de couple? Contexte. Bon, là, on n'ira pas. Cette personne-là gagne plus que son conjoint. Son conjoint est aux études. Je veux que ce soit équitable dans notre couple, mais j'ai de la difficulté à vouloir partager au prorata des dépenses. On dirait que j'ai peur de me faire avoir et de financer sa vie. Mais ce que je trouve super intéressant, elle demande quels seront les pièges à éviter. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cette question-là, c'est que depuis tantôt, on discute de l'inégalité des femmes par rapport aux hommes en termes
financier, mais de plus en plus, on va le voir arriver avec Oui. la jeune génération où les deux travaillent, où on va voir arriver la situation inverse. Oui. Et là, on le voit dans son commentaire qu'elle a de la misère à penser à séparer les dépenses au prorata de son salaire, alors que dans son cas, c'est elle qui va gagne payer. plus. Donc, c'est exactement la même mécanique, peu importe le genre. Hein? C'est la même logique qu'on doit appliquer. Mais moi, je trouve ça génial de voir qu'on a déjà généré cette conscientisation-là. Donc, il y a un impact quand on est le plus gros salaire. Et en fait, je ne verrais pas de nuance, mais en toute transparence, là, ce qu'on a dit qui s'appliquait tantôt doit s'appliquer dans les deux sens. C'est pas une question de genre, c'est une question de partage à l'intérieur d'un couple. Puis est-ce qu'on peut comprendre que la femme a plus peur de partager au prorata, même si elle gagne plus, étant donné que c'est peut-être quelque chose, un exemple qui a été moins vu probablement dans son parcours ou historiquement? En fait, moi, je pense qu'il faut regarder l'économie domestique dans un sens large. Il y a l'argent, mais il y a aussi le partage des tâches. Oui. En fait, j'ai souvent entendu que les femmes qui gagnaient plus ne voulaient pas partager, mais souvent, la raison pour laquelle elles ne veulent pas partager, elles disent, j'ai eu les deux rôles. J'ai été pourvoyeur, puis j'ai été la ménagère. Alors, on comprend. Alors, puis ce qu'on voit, en fait, c'est que les femmes ont tendance à négocier en vase communicant. Elles disent, je gagne moins, je vais faire plus de tâches ménagères. Donc, c'est deux choses qui sont dans balance. Alors que les hommes ont tendance à négocier en silo. L'argent, c'est une chose. Les tâches ménagères, c'en est une autre. Okay. Alors, j'ai envie de dire aux auditeurs ce soir, quand vous serez à la maison, posez la question à votre conjoint. La question, c'est que c'est pas qu'il y a une façon de faire qui est mieux que l'autre. Le problème, c'est quand il y a deux manières de faire au sein des couples. Et on le voit même statistiquement parce que quand les femmes gagnent plus, plutôt que ce soit le conjoint qui se mette à faire plus de tâches domestiques, les femmes vont engager une femme de ménage. Alors, ça montre bien, justement, cette inégalité. Alors, moi, je mettrais tout ça dans la balance. Je pense que c'est extrêmement important. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas une question de genre. C'est une question qui s'occupe plus de quoi. Oui. Puis je pense que ce sont des discussions. Alors, la crainte de se faire avoir, moi, je me dis, il faut vraiment mettre les choses à plat et en discuter. Puis je pense que c'est... Mais c'est vrai dans un sens comme dans l'autre. Absolument. C'est ça. Que ce soit un homme ou une femme, c'est pas une question de genre. On a une idée cadeau aussi qui nous est suggérée. J'aime l'idée de donner comme cadeau une cotisation REER pour le congé de maternité à la maman. Alors, peut-être que ça contribuerait à... En tout cas, pendant cette période-là, à réduire les inégalités. En fait, on a pas mal fait le tour de vos questions. S'il y en a encore quelques-unes, là, vous pouvez vraiment continuer à nous écrire parce qu'il nous reste encore quelques temps. Je repoursuis ma discussion parce que je l'ai abordée avec Daniel. Si je te demandais, Catherine, à la lumière de la discussion qu'on a eue aujourd'hui, que ce soit les résultats du sondage, que ce soit la discussion qu'on a eue, c'est quoi tes grands constats? Puis ce serait quoi aussi... Disons, ton espoir pour les prochaines années. Oui. En fait, moi, je vois un risque parce que statistiquement, on voit l'écart se creuser. Ce qu'on observe sur le terrain, et là, je n'ai pas de statistiques à vous partager, c'est que de génération en génération, ça s'accentue. Donc, on a souvent tendance à dire, bien, on en parle plus souvent, il y a plus de littératie, il y a des forums, etc. On n'est pas encore en train de renverser cette vapeur-là. Et c'est ce qu'on remarque chez nos jeunes. Donc, moi, ça m'inquiète. Et je pense que c'est comme société, comme industrie, comme professionnel, comme public, on se doit de porter action rapidement pour changer les choses. C'est le message avec lequel je voudrais vous laisser. Il ne faut pas lâcher. On n'est pas rendu là encore. Non, absolument. Hélène? En fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis un peu. Moi, je pense que, en fait, je considère que le fait que les femmes aient 30 % de moins de revenus de retraite au Québec, c'est inacceptable. Puis surtout dans une société où on se dit égaux. Je me dis, il y a vraiment quelque chose à renverser. Et en fait, actuellement, à mon sens, les femmes portent beaucoup plus le coût de la vie familiale, justement, que les hommes à long terme, justement. Et je pense que toute la question d'être marié ou en union libre devrait faire partie de cette discussion, clairement. Oui. Et donc, les écarts se creusent, oui, entre les conjoints. On le voit au niveau de l'épargne, mais on le voit également au niveau de l'accumulation du patrimoine. Et les écarts sont beaucoup plus grands entre les couples qui sont en union libre qu'entre les couples mariés. Et comme tu le disais tout à l'heure, les écarts sont plus grands chez les personnes qui vivent en couple par rapport aux personnes qui sont célibataires. C'est quand même quelque chose, là. C'est spécial parce que, intuitivement, ça devrait être l'inverse. Absolument, tout à fait. Puis tu sais, tu as donné un mot fort, c'est inacceptable. Donc, c'est important d'avoir ces discussions-là. C'est un enjeu sociétal dont on ne parle pas assez, des inégalités à la retraite, des vulnérabilités économiques. Puis en plus,
une situation dans laquelle les femmes sont perdantes par rapport aux hommes. C'est inacceptable. Puis c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que c'est un sujet de conversation qui n'est pas assez, je dirais, discuté publiquement. Oui. Puis il fait en sorte que, parce que ça ne concerne pas que les individus, tu le disais bien tout à l'heure, Sophie, ça concerne le gouvernement, ça concerne les employeurs, ça concerne les individus. Fait que c'est important que cette conversation-là ait lieu. Socialement, parce que autrement, on risque de faire face à une crise qui pourrait faire très mal, puis qui pourrait faire très mal à des femmes plus qu'aux autres. Puis, je reprends ton mot, c'est inacceptable. Oui, puis je pense que cette conversation, en fait, il faut l'avoir. Souvent, là, quand on a 30 ans, 20 ans, 30 ans, on ne pense pas à la retraite. On va commencer à y penser plus 35-40 ans quand on a plus de sous à mettre de côté. Mais malheureusement, ça commence avec les congés de maternité et même avant, là, parfois. Et donc, je pense que c'est des conversations qu'on devrait avoir très rapidement dans une vie de couple. Et avec le portrait de la société qui évolue, qui change énormément, qui se diversifie, où on se retrouve avec une communauté qui est diversifiée, mais qui arrive avec son bagage qui est complètement différente l'une de l'autre, bien souvent. Oui. Cet enjeu-là, en tout cas, on aime toujours terminer avec une note d'espoir, mais je pense que dans ce cas-ci, on espère que c'est une note de conscientisation, d'après moi, parce que c'est loin d'être garant que si on refait le sondage dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on va constater des améliorations pour le moment, à moins qu'il y ait une très forte mobilisation de tous les partis qui sont concernés. Oui, exactement. C'est vraiment ce qui complète ce webinaire. J'espère que vous en avez eu amplement pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Hélène. Merci d'avoir enduré ma toux à travers cette conversation. Je vais me soigner, c'est promis. Je veux, en terminant, en profiter, bien sûr, pour remercier, en plus des panélistes, nos partenaires, la Chambre de sécurité financière, Épargne Placement Québec, Fonds d'action, le Fonds de solidarité FTQ, Retraite Québec, Sun Life, la Banque nationale, Normandin-Baudry et Fiera Capital, et aussi la firme PQM qui produit de façon impeccable, avec tous les embûches qu'on peut parfois avoir, ce webinaire à chaque année. Je le répète, pour ceux et celles qui désirent en savoir plus sur les données du sondage, vous pouvez consulter le site Internet de la Chambre de sécurité financière, ce grand dossier qui s'intitule « Inégalité des revenus de retraite » sur le site www.chambresf.com. Et enfin, les membres de la Chambre, vous avez encore quelques minutes pour répondre au formulaire d'identification en lien avec l'UFC de cette formation. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci et à une prochaine fois.